Barkhane m'a proposé de venir présenter un petit peu comment on aborde un petit peu la gestion des données d'observation. Voilà, quels sont les enjeux, quelles sont les approches que nous avons, les outils que nous utilisons. Ça va être quand même assez rapide parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de temps, mais je vais essayer de parler d'un certain nombre de choses. Tout d'abord, peut-être parler un petit peu de la particularité des données d'observation en environnement. D'une part, en fait, bon, déjà, c'est des données d'observation. Ça veut dire que si une donnée d'observation à un moment donné, si on perd cette donnée, on perd l'information et on ne peut pas la récupérer. Ce n'est pas comme des données de calcul qu'on pourrait régénérer. Voilà, donc c'est des données qui sont non reproductibles et qu'on va avoir donc intérêt à conserver. On est dans un contexte relativement hétérogène pour plusieurs raisons. Tout d'abord, on est confronté à un grand nombre de thématiques scientifiques, c'est très varié. Il y a beaucoup de données qui représentent des variables du monde qui sont vraiment très différentes. Ça peut être de la présence d'oiseaux, ça peut être une hauteur de vague, ça peut être toutes sortes de choses. C'est très hétérogène en termes de fréquence d'acquisition, de la manière d'acquérir les choses. Les protocoles d'observation sont très différents. Les formats de données sont très différents. On peut avoir toutes sortes de fichiers, des fichiers binaires, des fichiers propriétaires. On peut avoir des shapefiles, etc. Et également tout un tas de référentiels existants, que ce soit des référentiels taxonomiques, du vocabulaire différent, etc. Voilà, donc c'est vraiment très hétérogène. On a affaire à un grand nombre de types de données, pas forcément très gros en volume, mais très variés en tout cas. Et c'est également donc des informations qui servent un petit peu à représenter des systèmes relativement complexes. La nature est complexe par nature. Il y a énormément d'interactions possibles entre les différents objets et donc de ce fait-là, il y a énormément de possibilités de croisement de ces données-là, des données entre elles. Le coût de la donnée peut être potentiellement assez élevé. D'une part, certaines données sont acquises avec du matériel qui coûte relativement cher, d'une part. Et puis, à l'inverse, on va avoir du personnel en fait, qui va sur le terrain, mais donc les missions, les campagnes de terrain, pour aller recueillir quelques données, finalement, quelques mégaoctets de données, finalement, ont un coût relativement élevé, parce qu'il va falloir partir peut-être une semaine, peut-être un mois, etc. C'est un coût humain assez élevé, et la valeur de la donnée, en fait, pour les scientifiques, va être relativement énorme par rapport à la quantité de données en fait, qu'ils ont collectées. On a une durée de conservation qui est relativement incertaine, c'est-à-dire que la question en fait, c'est de savoir quel est l'intérêt de cette donnée-là. Alors il y a un intérêt direct pour le scientifique parce qu'il travaille dans son milieu, il travaille avec ses intérêts scientifiques. Il sait que ça a une valeur, cette donnée-là va avoir une valeur pour lui. Néanmoins, cette donnée-là peut également avoir une valeur pour d'autres personnes, dans d'autres contextes scientifiques, 50 ans plus tard, etc. Donc c'est assez difficile finalement de savoir combien de temps il va falloir conserver cette donnée-là et comment il va falloir la conserver. Et puis on a également donc, des chaînes de traitement qui peuvent être très longues, qui peuvent nécessiter de l'analyse, des corrections, etc., prendre en compte l'environnement, les perturbations, etc. Ça peut être relativement long et complexe. Voilà, donc c'est un ensemble de particularités, en fait, je pense, des données d'observation. Et les enjeux, en fait, derrière tout ça, alors je ne cite peut-être pas tous, mais il y a au moins ces quatre-là. Il va falloir être en mesure donc, de conserver ces données-là. Il va falloir être en mesure de les documenter, pouvoir les diffuser, donc les porter à connaissance et faire en sorte que les gens puissent effectivement y accéder, de manière notamment à pouvoir les croiser. En termes de conservation, déjà donc, dans le traitement de l'information, il y a tout un tas de phases. On a au départ, en fait, issu des capteurs ou de la donnée d'observation, on va considérer que c'est de la donnée brute. Ces données-là vont pouvoir être calibrées, c'est-à-dire tenir compte en fait de paramètres de l'instrument, de paramètres de l'observation, etc.
On va devoir les traiter, c'est-à-dire prendre en compte effectivement donc, les perturbations extérieures ou autres. On va devoir les valider, on va devoir éventuellement les qualifier, dire si effectivement c'est une donnée, on est sûr effectivement qu'elle est correcte, ou est-ce qu'on a un certain doute, on peut estimer qu'il y a des incertitudes sur la validité de cette information. On va voir les agrégés, les moyenner, etc. Donc il y a déjà tout un ensemble de phases à travers lesquelles vont passer ces données-là, et la question c'est qu'est-ce qu'on va conserver. Donc ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on pourrait considérer qu'on va conserver uniquement ce qui a un intérêt scientifique. Oui, mais le problème c'est lequel? Parce qu'il y a l'intérêt effectivement de celui qui a collecté la donnée, mais il peut y avoir l'intérêt pour une personne lambda ou pour un autre scientifique dans un autre domaine ou à un autre moment. On peut avoir également des erreurs dans la chaîne de traitement, c'est-à-dire qu'on a appliqué des algorithmes de traitement, mais finalement on s'aperçoit qu'ils n'étaient pas tout à fait corrects, on n'a pas pris en compte un certain nombre de paramètres. On peut avoir également intérêt, ça je vais le montrer tout à l'heure, à conserver la partie qui a été traitée, une partie qui est liée aux perturbations. Il y a également des évolutions dans les algorithmes de traitement, ça la science évolue, notre connaissance évolue, donc forcément les algorithmes derrière évoluent. Puis donc également toute l'évolution des sciences qui fait que finalement la transformation que l'on fait à la donnée à un instant T, pas forcément être la même à un temps T plus 1. Donc moi mon approche c'est de dire qu'il faut essayer de conserver en fait le plus possible l'information et notamment essayer de conserver si possible la donnée brute, de manière à pouvoir éventuellement revenir sur la manière de considérer la chaîne de traitement. Alors je vous ai mis un petit exemple que je trouvais intéressant, c'est de voir en fait finalement l'erreur, quel intérêt peut avoir l'erreur qu'on corrige. Là il s'agit d'un exemple où en fait on veut se localiser, on a des satellites GPS et on a une antenne GPS. Donc à partir des informations envoyées par les satellites, on arrive à déterminer une position. Sauf qu'en fait, le signal qui est envoyé par un satellite, il est brouillé par ce qui se trouve dans l'atmosphère, notamment la vapeur d'eau. Donc on a une erreur sur le signal que l'on va devoir corriger pour retrouver la position exacte. Donc ça, on va le faire en tenant compte d'autres satellites ou éventuellement d'informations locales sur Terre qui sont connues de manière précise. Donc voilà, donc on a un signal de départ, on obtient un signal corrigé et on voit que donc on a une petite erreur qui a été enlevée. Oui, mais en fait le problème on peut le prendre à l'inverse, c'est-à-dire que cette erreur-là en fait elle est liée à la mesure de la vapeur d'eau et ça c'est une chose intéressante finalement de pouvoir mesurer la vapeur d'eau. Et donc on a des scientifiques dans notre observatoire qui en fait vont faire l'inverse, c'est-à-dire qu'ils connaissent la position exacte où se trouve l'antenne. Ils vont regarder en fait l'erreur qui est produite par le signal du GPS, des satellites, et ça va leur permettre en fait de déduire la quantité ou d'avoir une estimation de la quantité qu'il y a dans le ciel. Et donc ça va permettre faire de manière indirecte d'observer un petit peu ces phénomènes-là et éventuellement de comprendre un petit peu et de prévoir les épisodes cévenols. Donc voilà, donc là on voit que effectivement si depuis qu'on fait des mesures GPS en fait on conserve en fait l'information brute de manière à pouvoir retrouver l'erreur qu'il y avait sur les signaux satellites, ça nous permet de manière a posteriori d'avoir une information sur la quantité d'eau qu'il y avait dans l'atmosphère dans les jours précédents ou les années précédentes. Voilà, donc d'où l'intérêt effectivement d'essayer de conserver au maximum la donnée initiale. Dans notre domaine, en termes de stockage, on a des volumes qui sont donc très variables. Effectivement, ça dépend des producteurs. Mais ça va jamais, enfin en tout cas en ce qui me concerne, des données que je gère au niveau de mon observatoire, ça va jamais être de manière très gros. On n'est pas dans des volumes de données qu'on va avoir soit en génomique, soit en physique des particules, où là on est affaire à des pétaoctets de données. Là on est avec des bases qui font quelques téras. Quelques téras maintenant ça se stocke relativement facilement. On n'a pas trop de soucis. On peut mettre tout ça sur un disque dur, voilà. Donc après, nous on utilise des baies de stockage.
Et on s'intéresse également donc à la sauvegarde, parce que ça c'est quelque chose que je disais, c'est très important de conserver ces données-là, parce que si on les perd, on ne peut pas les reproduire. Mais voilà, donc on a du matériel qui nous permet effectivement de stocker ces données-là de manière pérenne. Alors quand je dis pérenne, dans notre cas, dans le cas d'un observatoire, en fait, on essaye de les stocker voilà, de manière à ce qu'elles soient conservées quelques décennies. Néanmoins, si on veut aller plus loin, on va parler à ce moment-là d'archivage, et là, il y a d'autres considérations qui viennent en jeu, notamment parce qu'il va falloir être capable de pouvoir réinterpréter ces données-là, je ne sais pas, dans 100 ans, dans 200 ans, et il y a tout un tas de choses à prendre en considération, notamment de pouvoir archiver à la fois avec les données, le contexte d'exploitation de ces données-là, c'est-à-dire les logiciels, etc. Et donc là, on va avoir affaire à des organismes qui sont spécialisés dans le domaine, notamment le CNES ici à Montpellier, qui est spécialisé au niveau national, qui a pour mission effectivement d'assurer l'archivage des données. Maintenant, je passe à la partie documentation. Donc ça, c'est quelque chose qui me semble important, notamment parce que, effectivement, on a affaire à des langages, des formats, des codes, etc., qui sont souvent difficilement compréhensibles. Là, je donne un exemple. On a un fichier Excel, on a des informations. Si on a juste ça, et ça, c'est effectivement ça qui est stocké, hein, on ne peut pas savoir trop de quoi ça parle. On a des stations, mais on ne sait pas où elles se trouvent, on ne sait pas lesquelles elles sont. On a une date, mais on ne sait pas finalement à quoi ça correspond. Et on a des valeurs, mais on ne sait pas du tout à quelle variable ça correspond. Donc là, pour la petite information, en fait, il s'agit de données météo qui sont fournies par Météo France. Donc voilà. Et donc, le fait de pouvoir mettre de l'information sur cette information, donc là je rejoins l'exposé de Thérèse, le fait de pouvoir mettre de la métadonnée va nous permettre effectivement de comprendre cette information-là, et sans cette métadonnée, la donnée est complètement inexploitable. Donc là voilà, on va savoir que la date, typiquement, elle est en UTC, et ça me permet de savoir exactement l'heure à laquelle elle a été produite. On a des données qui sont parfois difficiles à lire parce que c'est dans des formats propriétaires, dans des fichiers Excel avec des macros, etc., avec des versions de logiciels qui peuvent être compliquées à gérer. De la donnée qui peut être difficile à trouver. La question c'est, voilà, si on a besoin d'avoir une information qui va complémenter la nôtre, le problème c'est comment je la trouve. Voilà. Et donc pour trouver cette information-là, il va falloir que j'ai un mécanisme qui va me permettre de la retrouver. Également, qui est parfois difficile à estimer, est-ce que je peux faire confiance sur cette donnée que j'ai trouvée? Et donc la conclusion de tout ça, c'est, voilà, on rejoint l'exposé de Thérèse, c'est qu'il faut effectivement documenter ces données-là. Alors ça peut être, comme l'a présenté Thérèse, soit des informations administratives, soit des informations en fait, sur les jeux de données, sur les paramètres, sur la qualité, etc. Voilà, donc je ne vais pas non plus trop rentrer dans les détails, ça a été déjà présenté, mais juste pour dire qu'effectivement, il y a beaucoup de normes, beaucoup de standards par contre qui existent, donc c'est bien que ça existe, mais après il faut les choisir. Est-ce qu'on va utiliser plutôt ce standard-là plutôt qu'un autre? Ça, c'est des questions qu'on doit se poser, notamment que, voilà, il y a des systèmes de métadonnées qui sont parfois orientés, qui sont parfois plus adaptés à des situations que d'autres. Et notre problème après, c'est qu'on va devoir exposer ces données-là. Il faut arriver à satisfaire tout le monde, il faut arriver à satisfaire tous les systèmes, toutes les possibilités d'interopérabilité. Et donc ça peut constituer un problème en soi. Donc il existe effectivement des outils, on a des outils de catalogage, on a des standards. Ces outils-là peuvent se mettre en réseau, ils peuvent se moissonner les uns les autres. Mais voilà, il y a quand même une petite réflexion à faire pour mettre tout ça en place. Pour ce qui est de la diffusion des données, donc les données, il faut qu'elles soient accessibles, il faut qu'on les porte à connaissance. Il faut développer des outils qui vont permettre de visualiser cette donnée. Et si possible avoir des outils qui puissent être interactifs de manière à faciliter en fait l'usage et déjà une première visualisation de ces données-là avant de vraiment pouvoir les exploiter. Donc on a de la chance, c'est que maintenant on est dans l'ère du numérique, on est dans l'ère du web,
Et on peut construire très facilement maintenant des outils web qui vont permettre à n'importe qui a un ordinateur de pouvoir accéder à travers des portails à cette donnée-là. Il y a également des obligations. Ça a été évoqué effectivement ce matin. On a notamment la directive INSPIR, qui est une directive européenne qui impose en fait au niveau du territoire européen que la donnée publique soit diffusée, soit partagée. Et il y a une loi maintenant assez récente. Alors, il y avait d'autres lois au niveau français, mais il y en a une qui a essayé de consolider tout ça, la loi République numérique, qui maintenant impose effectivement que toute donnée publique, mais la donnée de la recherche en fait est maintenant explicite, mais cette donnée-là, il faut qu'elle soit rendue publique. Voilà, j'ai mis quelques images de manière de diffuser de la donnée, soit diffuser des cartes, soit diffuser des galeries de photos avec des filtres. On va pouvoir retrouver les photos d'espèces particulières, etc. Soit à travers des graphiques qu'on va pouvoir voyager dedans, zoomer, etc. et mettre en correspondance avec d'autres graphiques. Pour ce qui est du croisement, donc il y a quand même quelque chose qui est important pour créer de la science, c'est de pouvoir effectivement mettre tout ça en correspondance. Alors déjà d'une part pouvoir regrouper en fait les données, de pouvoir les agréger, etc. Que ce soit selon différentes dimensions, que ce soit le temps, l'espace ou éventuellement des catégories. Également donc ensuite pouvoir corréler des variables, donc différents paramètres qui ont été mesurés, et de voir les liens qu'il peut y avoir entre eux, des liens qu'on ne soupçonnerait pas forcément. Et ça permet, par exemple, ensuite de pouvoir créer de la science. Donc les dimensions, je les ai un petit peu citées, les dimensions spatio-temporelles, les dimensions autour de tout ce qui est identifiant de ces informations-là. Et donc là, on va avoir affaire donc, à tout ce qui est système de référence, les référentiels, etc. Et également tous les systèmes de relations qu'on va pouvoir avoir entre ces informations-là. Par exemple, des espèces d'une même famille ou une relation de confluence-affluence. Et donc là, je vais montrer un exemple qui va illustrer ça. On nous a confié des données en fait génétiques sur des truites. Un scientifique en fait qui allait sur terrain, qui prélevait des truites, qui ramenait ça, il faisait des analyses et il créait un fichier Excel. Et dans son fichier Excel, le problème c'est que l'information qu'il mettait, l'information sur le lieu, était relativement imprécise. Alors fort heureusement, la plupart du temps, il y avait également des coordonnées GPS. Pas toujours, mais ça nous a permis effectivement de pouvoir faire des choses plus intéressantes. Donc là, le problème, c'est la localisation de ces informations-là. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'il existe une autre base de données, qui est la base de données Carthage, qui est la base de données des cours d'eau, qui permet de connaître exactement le tracé des cours d'eau. Et en croisant en fait donc les coordonnées GPS avec cette base de cours d'eau, on est capable de retrouver en fait les cours d'eau sur la véritable identité des cours d'eau, et notamment à travers un référentiel qui est connu, qui est partagé, et de retrouver l'identifiant dans ce référentiel, savoir exactement quel est ce cours d'eau de manière non ambiguë. Et donc ça c'est intéressant parce qu'effectivement on va pouvoir faire des relations maintenant entre les différentes études, les différents prélèvements qui ont été effectués, parce qu'on va savoir qu'effectivement ça concerne les mêmes objets. Et notamment, on va pouvoir utiliser une autre base de données, qui est une base de données de confluence-affluence, qui permet de décrire en fait le réseau hydrologique. Et là, du coup, en croisant avec cette base-là, on va être en mesure de filtrer en fait toutes les études qui concernent un bassin versant. Donc là, on voit dans cet exemple-là que le fait de pouvoir croiser des données, et donc ça on peut le faire qu'à l'aide d'outils en fait spécialisés. Le fait de pouvoir trouver le cours d'eau, il faut des outils qui vont pouvoir faire des calculs en fait géographiques pour trouver le bon cours d'eau. Le fait d'utiliser un référentiel qui est le référentiel Carthage et qui est également utilisé dans la base de données de confluence-affluence. Le fait d'utiliser donc ces référentiels-là va nous permettre en fait d'enrichir l'information. Et du coup, de pouvoir en fait ensuite faire des analyses plus complexes
de manière beaucoup plus automatisée. Voilà, donc là j'en ai fini de mon exposé. Donc pour conclure, en fait, voilà, on a au moins ces 4 enjeux quoi, au niveau de la gestion des systèmes d'information. Le fait vraiment de pouvoir conserver ces données-là, de faire en sorte qu'elles soient pérennes, qu'on puisse les retrouver plus tard dans des contextes scientifiques qu'on ne soupçonnait pas. Et ça, c'est possible également, effectivement, si on les documente. Si on ne documente pas ces données, ben, on est incapable de les comprendre, de les appréhender. Et il faut également donc, des outils de diffusion, des outils qui vont permettre de croiser ces données pour pouvoir effectivement les mettre ensemble. Voilà. J'en ai fini. Merci. Oui, merci pour votre présentation. Je voudrais juste revenir sur les dimensions que vous avez listées. Et alors, pour nous, il y a une dimension qui est fondamentale, c'est celle de l'acteur. Et c'est souvent une dimension qui est oubliée en science. C'est-à-dire, typiquement, qui a fait le relevé, qui a fait l'analyse, etc. Donc, est-ce que ça, c'est des choses que vous prenez en compte, ou finalement, vous estimez que peu importe la personne, ce qui importe, c'est la donnée? Non, la personne, effectivement, peut avoir un rôle, dans le sens où il y a effectivement des campagnes de terrain, où on va faire appel à du personnel qui n'est pas forcément très qualifié, en fait, pour faire les relevés. Alors, ils ont des protocoles, ils doivent suivre des protocoles. Néanmoins, même avec ces protocoles-là, ben, l'erreur est humaine. Et donc, effectivement, suivant le niveau, on va dire, d'expertise de la personne qui a fait le relevé, on va avoir une confiance plus ou moins grande sur l'information. Donc ça, effectivement, ça a une influence sur la phase de qualification. Et notamment, mais en général, il y a toujours un expert en fait, qui va aller valider en fait, les données qui ont été observées. Et ça, c'est encore plus fort parce qu'on part de plus en plus vers de la science participative. On propose en fait, aux personnes lambda de participer aux observations. Donc là, on est encore plus confronté effectivement à ce problème-là. Parce que là, on a énormément de personnes qui ne sont pas forcément expertes. Et donc ça, effectivement, c'est une information. Savoir qui effectivement a fait cette observation-là, c'est quelque chose d'important. Mais on peut également le dire pour des instruments. C'est-à-dire qu'on a des instruments qui également peuvent faire des erreurs. Et on va avoir effectivement une confiance plus ou moins grande sur l'instrument en fonction, je ne sais pas de quels critères, est-ce que c'est un instrument récent, est-ce qu'on a déjà observé des erreurs auparavant, etc. Donc on peut avoir des méthodes ensuite statistiques pour voir si effectivement cet instrument-là, on peut avoir confiance en lui, etc. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Jamais vous n'oubliez rien, jamais tu ne supprimes rien. On essaye de rien supprimer, nous. Voilà. Mais encore une fois, on peut se le permettre. On n'a pas des quantités extravagantes de données. Il y a peut-être des contextes dans lesquels, où effectivement, ça c'est une approche qui ne peut pas forcément être... En tout cas, c'est ce qu'on préconise. Après, les scientifiques ne nous donnent pas forcément la donnée brute, mais on essaye, d'essayer de conserver le plus possible, quoi.